Il est 12h30 aux États-Unis, journée historique. Joe Biden est désormais officiellement le 46e président des États-Unis d'Amérique. Et regardez cette image, une minute de silence en la mémoire des 400 000 morts de la Covid-19. Je vous demande de vous engager dans une prière silencieuse pour ceux qui ont perdu leur vie pour notre pays. Voilà pour cette minute de silence. Pierre Aski et Bertrand Badi sont toujours avec nous. Pierre, Donald Trump a dit aussi tout à l'heure une chose: sans cette pandémie, j'aurais été réélu. Je vous pose la question parce que Joe Biden va mettre en place des politiques comme l'Europe les connaît, notamment des mesures de restriction, le port du masque obligatoire, il l'a déjà dit, dans les institutions, dans les bâtiments publics. Ça risque de plomber l'économie américaine? Je crois que Joe Biden a une réaction européenne de ce point de vue-là, c'est-à-dire le quoi qu'il en coûte que nous avons mis en œuvre en Europe, c'est sa doctrine aujourd'hui. C'est-à-dire il faut sauver des vies. Et le coût humain, il faut bien le dire, a été particulièrement sévère. Mais c'est vrai que dans cette phrase de Donald Trump, il y avait quelque chose une sorte d'ironie amère. Il a souhaité bonne chance à son successeur en disant « la chance, ça compte ». Parce qu'en fait, je pense que Donald Trump est persuadé que sans le Covid, donc sans la Chine, parce que c'est dans sa tête, ça marche comme ça, il aurait été réélu puisqu'il avait une économie absolument en plein boom il y a seulement un an, et que c'est le Covid qui a tout gâché. Le Covid, puisqu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas suggéré. Il faut bien le dire, qu'il a laissé s'enflammer parce que c'est devenu un objet idéologique. C'est pour ça que Biden va aller sur un terrain qui n'est pas forcément très simple. Il a des pouvoirs limités en tant que président, paradoxalement. Ça peut sembler bizarre vu de France, mais il va imposer le masque uniquement dans les bâtiments fédéraux. Il n'a pas le pouvoir de l'imposer nationalement comme peut le faire le gouvernement français. Le sentiment de liberté est très très fort aux États-Unis. Et le masque est devenu un symbole démocrate contre la liberté républicaine de ne pas le porter. Et on voit que d'ailleurs en cette journée d'investiture, tout le monde porte le masque à Washington. Bertrand Badi, dans un instant, on va vous entendre sur cette notion de multilatéralisme, d'isolationnisme. Mais d'abord, Joe Biden, un homme qui fonctionne à la confiance. Il a déjà formé quasiment toute son équipe. La galaxie Biden, c'est un sujet de Florent Krebseg. Le soir de la proclamation des résultats de la présidentielle, Joe Biden l'avait répété. Je voulais que cette campagne électorale soit le reflet de l'Amérique. Nous l'avons fait. À présent, c'est l'administration qui va ressembler à chacun d'entre vous. À ses côtés, Kamala Harris. Elle est la première femme de couleur et originaire du sous-continent indien à accéder au poste de vice-présidente. L'autre femme nommée au plus haut niveau de l'exécutif est Janet Yellen. Elle sera la première à tenir les rênes de l'économie américaine. L'ex-patron de la Réserve fédérale aura officiellement pour mission d'apporter un soutien immédiat aux populations les plus touchées par la crise sanitaire et donc économique. Nous serons une institution qui se réveille chaque matin en pensant à vous. Avril Haines, après avoir été numéro 2 de la CIA, elle s'apprête à devenir la patronne du renseignement national. La diplomatie de la nouvelle administration sera dirigée par Anthony Blinken. Quelle sera la nouvelle donne sur les relations avec la Chine, l'Europe, Israël, le nucléaire iranien? Les casse-têtes ne manqueront pas. Celui qui occupa ce poste de secrétaire d'État sous Obama, John Kerry, sera chargé exclusivement du climat. À lui la mission de faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris. Les minorités seront visibles dans ce cabinet Biden. D'origine cubaine, Alejandro Mayorkas sera le responsable de la sécurité intérieure. La première amérindienne dans un gouvernement. Deb Haaland dirigera un vaste ministère consacré aux ressources naturelles. Et puis, il avait mené campagne pour la présidentielle avec son mari. Pete Buttigieg sera le premier homme politique ouvertement homosexuel à entrer dans un gouvernement. Il sera en charge des transports. Bon, Pierre, on peut dire presque que la francophonie est très présente dans cette administration. Oui, alors on a Anthony Blinken, le secrétaire d'État, qui en est le symbole, puisqu'il a grandi à Paris. Il a été au lycée dans le 15e arrondissement de Paris. Il est parfaitement francophone. Vraiment, il faut distinguer, être très à l'écoute pour lui sentir un accent. John Kerry, mais il n'est pas le seul. Climat, John Kerry, évidemment. Il a même de la famille en France. Et puis, le nouveau patron de la CIA, William Burns,
est un diplomate de carrière extrêmement respecté, qui lui aussi parle très bien français. Ouais. Bertrand Badi, autre homme, on a évoqué Anthony Blinken, chef de la diplomatie, Lloyd Austin, chef du Pentagone. Il y a des risques, entre guillemets, de va-t-en-guerre ? Contrairement à ce que l'on peut croire spontanément, les risques de guerre peuvent s'élever avec le passage de l'administration républicaine à l'administration démocrate. C'est-à-dire que Trump, finalement, a été l'homme du désengagement militaire. Même s'il a créé des situations de tension et il a brouillé souvent la solution de pas mal de conflits, il reste que lorsqu'il y avait un risque de guerre, il a fait immédiatement marche arrière. Et notamment sur la scène moyen-orientale. Maintenant, tout le problème, c'est de savoir comment cette politique étrangère américaine va pouvoir se fixer dans un monde qui a profondément changé. En tout cas, on est content de vous avoir tous les deux parce que vous êtes plutôt, vous, Moyen-Orient, vous êtes plutôt Chine, même si vous avez été correspondant de l'agence France-Presse en Afrique du Sud, au Moyen-Orient également et en Chine. Mais d'abord, justement, les enjeux internationaux, quels sont-ils? C'est la réponse de Mylène Girardot. À peine élu, Joe Biden donne le ton. Le retour du multilatéralisme délaissé pendant 4 ans. L'Amérique est de retour, prête à diriger le monde et non à s'en retirer. Mais la nouvelle administration avancera-t-elle en terrain miné? Jusqu'à la veille de l'investiture, Donald Trump et son secrétaire d'État ont adopté des mesures pour compliquer la tâche du nouveau président, au Yémen, à Cuba, mais aussi en Iran. Al-Qaïda a une nouvelle base d'attache. Il s'agit de la République islamique d'Iran. Une déclaration sans aucune preuve qui ne devrait pas aider sur le dossier brûlant du nucléaire. Donald Trump s'était retiré de l'accord de contrôle du programme iranien. Partisan de la pression maximale, il avait remis en place les sanctions. Depuis, l'Iran a relancé sa course à l'arme atomique. Aujourd'hui, la balle est dans le camp des États-Unis. Nucléaire encore, le traité START de réduction des armements américains et russes prend fin dans 15 jours. Hérité de la guerre froide, sa renégociation est au point mort. Donald Trump voulait y intégrer la Chine, mais Russie et États-Unis détiennent à eux seuls plus de 90% des armes nucléaires du monde. Au Proche-Orient, l'administration Trump a initié une série de normalisations des relations entre Israël et des pays du monde arabe. Un héritage salué par Joe Biden. Reste la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu qui empoisonne les discussions avec les Palestiniens. Et puis, quelle politique adopter vis-à-vis de la Chine après 4 années de tensions croissantes avec Pékin ? Les traditionnels alliés européens, eux, n'ont pas caché leur enthousiasme pour l'avenir. Ils ont salué l'arrivée d'un ami à la Maison-Blanche, un partenaire aussi dans la lutte contre le changement climatique. Parmi les premières mesures annoncées de Joe Biden, le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Alors justement, sur l'accord de Paris, Bertrand Badi, plutôt symbolique selon vous? Ou c'est très sérieux? Alors, d'abord, le symbolique, c'est du sérieux. Je n'opposerai pas le sérieux et le symbolique. Il y a eu une rupture manifeste entre l'administration trumpienne et le multilatéralisme. Et pas seulement pour le climat, pas seulement pour la COP21, également à l'UNESCO, également à l'OMS, également à l'UNRWA, sur la Convention en matière de migration. Non, mais je vous dis ça parce que le traité même lui-même est considéré aujourd'hui comme, hélas, n'ayant pas atteint ses buts. Donc y revenir... Alors voilà, c'est-à-dire que on est pour l'instant dans une bataille des symboles, c'est-à-dire il faut renouer avec le multilatéralisme, il faut afficher un soutien au multilatéralisme. Vous savez, l'histoire de la politique étrangère américaine en matière de multilatéralisme n'est pas simple, ça n'a jamais été le pays véritablement porteur du multilatéralisme. Mais on a toujours essayé à Washington de bricoler une forme de soutien discret et officiel au multilatéralisme. Là, ça ne coûtera rien à Biden de renouer avec la COP21, de revenir vers l'OMS, de revenir peut-être même vers l'UNESCO. Et vers l'accord sur le nucléaire iranien, ça risque de lui coûter ou pas? Là, ça va être compliqué. C'est le dossier le plus délicat parce que
dans les symboles de l'époque Obama auquel s'est attaqué Trump, il y avait l'Iran en premier. Ça a été l'obsession de Trump d'abattre le régime iranien et d'empêcher le retour à cet accord. Ça sera très difficile parce que le monde a changé, les équilibres ont changé. L'Iran s'est mis aussi en infraction en reprenant l'enrichissement à des taux interdits par l'accord. Le clan des durs à Téhéran ne veut pas non plus d'une reprise de ce dialogue avec les Américains. Donc ça sera extrêmement compliqué, mais il y a une volonté quand même de reprendre. L'Iran n'est pas dans une position si forte que ça. Les sanctions américaines ont fait beaucoup de mal à l'Iran. Donc il y aura besoin d'un doigté incroyable. Et d'ailleurs, ça laisse un petit rôle aux Européens qui sont entre les deux et qui ont essayé de garder en vie cet accord. La Chine, c'est la grande gagnante. La grande question, ça va être la Chine. Ouais, c'est la grande gagnante. C'est la question structurante de notre époque, la relation entre les États-Unis et la Chine. Et là, on démarre sur un symbole de continuité. Parce que hier, à la veille, le dernier jour de cette ère Trump, Mike Pompeo a sorti une déclaration pour accuser la Chine de génocide. C'est pas un terme simple, le génocide. C'est une escalade à la fois verbale, mais aussi juridique dans les accusations. Donc génocide au Xinjiang vis-à-vis des Ouïghours. Et tout le monde s'est dit, oui, c'est un coup d'éclat de Pompeo le dernier jour. Mais quelques heures après, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, était au Sénat pour une audition de confirmation et il a employé le même mot. Et il a même dit, ce qui est incroyable, dans le contexte actuel, Donald Trump a eu raison de durcir le ton vis-à-vis de la Chine. Donc là, on a une véritable continuité sur le fond, pas sur la forme, parce que Joe Biden l'a dit, il va aller voir les alliés, il va arrondir les angles, il va créer des coalitions, etc. Mais sur le fond, l'antagonisme et la confrontation avec le rival stratégique qu'est la Chine continuera. Allez, une minute pour finir avec Elisabeth Guedel qui est à Washington. Elisabeth, vous venez de vivre donc ces instants historiques. Qu'est-ce qui vous a frappé, Elisabeth, au cours de ces dernières heures ? C'est une tentative, cette volonté de Joe Biden absolument de vouloir montrer une image d'union avec ses anciens présidents Obama, W. Bush et Clinton réunis sur l'estrade avec lui, et malgré un grand absent évidemment Donald Trump, et ce discours d'union. Une petite rupture de liaison avec Elisabeth Guedel. Bertrand Badi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pierre Rasky, merci également. On surveillera bien entendu notamment ce dossier avec la Chine. On aura l'occasion de vous entendre à l'avenir. On aura besoin de vos éclairages pour suivre la politique de cette administration Biden.